Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous en ce samedi midi. Week-end pluvieux, mais vous le savez ce qu'on dit. Week-end heureux. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Comment ça va? Écoutez, ça va bien. On est un peu pluvieux cette semaine aussi, parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un que je connais. Ah bon? Mais qui donc? Je sais pas, une jeune fille qui est assise sur votre siège. Ah! J'ai écrasé quelqu'un. Oui, c'était mon anniversaire. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, joyeux anniversaire, Dame Laurence. Merci beaucoup. On accueille un invité de marque aujourd'hui. Oui, exactement. Pour savoir si les automobilistes sont des justiciables comme les autres. On connaît un petit peu la réponse. On va dire que il y a vache à lait dedans. Vous voyez. Donc, on aura avec nous Maître Rémi Jossaume qui a écrit un excellent ouvrage. Si vous ne savez pas quoi faire pour Noël, eh bien, vous pouvez vous occuper pendant 15 jours parce qu'il y a quand même pas loin de 500 pages. Donc Maître Rémi Jossaume est avec nous, on en parle juste après la première question. Avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Évidemment, nos sujets, ils seront tous avec vous habituels, avec entre autres l'essai de la semaine, on en parlera voilà, en détail. Et puis vous, au 0826 300 300, toutes les questions pratiques, tout ce que vous avez besoin de savoir. L'ami Jean-Luc vous attend au 0826 300 300, tout autant d'ailleurs que sur la page Facebook de Sud Radio. On est avec vous, on est heureux d'être là. Eh ben c'est parti. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous commençons avec la question pratique de notre émission. Et c'est André qui nous rejoint. Bonjour André. Bonjour. Bonjour André. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, bon anniversaire Laurence. Merci. Oh, mais je crois que ça va être ma journée, j'adore l'idée. Merci Jean-Luc. On vous écoute André. Alors voilà, je voulais savoir si la reprogrammation moteur pour le E85 était aussi valable que le boîtier par rapport au contrôle technique et l'assurance. Alors c'est une excellente question André. Voilà, donc vous gagnez, Rémi Jossaume vous envoyez un chèque de 500 €. C'est une très bonne question. Non, pourquoi il va vous envoyer de l'argent? Parce que vous aurez besoin de lui si vous avez un accident. Parce que d'abord, si vous voulez faire une reprogrammation, c'est illégal. Voilà. Illégal veut dire qu'en... C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Illégal veut dire qu'en cas de problème, alors tant que tout va bien, si les gens se disent ça, ils se disent oui, mais si ça marche, il n'y a pas de souci. Le jour où vous avez un vrai carton, qu'on démonte votre voiture ou qu'on analyse, vous savez, aujourd'hui, avec la prise OBD, on peut savoir exactement s'il y a eu une reprogrammation de fait sur la voiture. Donc, on branche la fameuse valise qui n'est pas d'une radio concurrente sur la prise et ça vous dit qu'il y a eu une modification. Et là, votre assureur va dire attendez, moi, j'ai pas garanti ce véhicule-là, donc c'est le début des problèmes pour vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a des gens compétents qui font de la reprogrammation en allant vraiment dans les paramètres du calculateur moteur, c'est-à-dire pour l'adapter réellement à l'E85, la grande majorité ne fait pas ça. Ils font juste une reprogrammation pour vous éteindre le bouton d'alarme qui vous dit attention, ça marche pas bien. Donc vous avez le sentiment que ouais, youpi, il y a plus de boutons qui s'allument au tableau de bord, donc la reprogrammation a été faite correctement, alors que en fait pas du tout. Pour faire un vrai travail de reprogrammation, je vais redire que c'est illégal, mais il faudrait installer un capteur qui détecte le pourcentage d'éthanol dans le carburant en amont du calculateur et lui donner des vraies informations et non pas simplement les informations qui reviennent de la sonde lambda qui elle dit attention, oh là là, le mélange est trop pauvre, c'est dangereux pour le moteur. Donc il y a un vrai risque à faire de la reprogrammation, sans compter que si vous faites une reprogrammation et que vous retournez chez le concessionnaire, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va vous écrabouiller la reprogrammation. Donc ça veut dire c'est pas cher, vous allez payer, je sais pas, ça coûte une centaine d'euros, vous allez payer 100 €, vous dites ouais, c'est beaucoup moins cher qu'un boîtier qui vaut entre 500-600 € voire plus si on a un moteur avec beaucoup de cylindres. Vous allez dire c'est plus économique, mais il va falloir repayer à chaque fois que vous faites une révision chez le concessionnaire. Donc c'est pas moins cher au final. Donc non alors. Non, moi je vous déconseille la reprogrammation. Un boîtier c'est plus cher, mais pourquoi c'est plus cher? C'est pas la technologie dans le boîtier, c'est que il vous offre une garantie moteur. Ça veut dire s'il y a un souci sur votre moteur et que le passage à l'éthanol à cause du boîtier provoque une panne moteur, vous serez garanti. Voilà. D'accord, ok. Bon, André. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors, il y avait aussi le problème du contrôle technique, je suppose, non?
Non, mais au contrôle technique, aujourd'hui, il ne vérifie pas ça. Alors, si vous avez un boîtier pas homologué qui soulève le capot et qui voit qu'il y a un boîtier pas homologué, il vous le dira. Par contre, la reprogrammation, il ne peut pas le voir, c'est impossible. Ah, il ne peut pas le voir, d'accord. André, on vous souhaite un super week-end, puisqu'on a répondu à votre question. On vous embrasse très très fort. Je vous remercie beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, André. Merci beaucoup, André. Faites comme André, 0826 300 300. Toutes vos questions aujourd'hui ou la semaine prochaine avec l'ami Jean-Luc, on répondra. Il y en a qui n'étaient pas encore au courant que vous étiez sur Sud Radio. Ah bon? Formidable. Sur la page Facebook, on a Xavier qui nous dit: ah, ben oui, Xavier, bienvenue sur Sud Radio, Xavier. Parce que c'est ainsi que vous retrouvez dans On parle auto l'ami Jean-Luc Moreau. Aux côtés de Lolo Perrault, c'est la radio qu'il vous faut. Enfin voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Allez, à suivre, notre rendez-vous sécurité. Les droits des automobilistes sont-ils vraiment respectés? On en parle avec notre invité, maître Rémi Jossaume, qui est à nos côtés, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Les droits des automobilistes sont-ils vraiment respectés? On peut se poser la question, tiens, oui. Je vais commencer par râler. Allez, vous faites piquer à 31 km/h dans Paris, ça vous coûte, alors l'amende normale, on ne va pas parler de la minorée, ça vous coûte 135 €, on est bien d'accord. Vous allez faire du rodéo à moto, sur une moto qui n'est pas immatriculée, sans plaque, sans casque, ça vous coûte 100 € d'amende. Donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les sanctions automatisées aujourd'hui respectent ce principe fondamental qui est l'égalité de tous les citoyens. Alors on en parle avec notre invité, maître Rémi Jossaume, que vous connaissez bien, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors d'où vous venez? Alors c'est un joli pavé quand même, hein. D'autant que c'est écrit petit. Alors Laurence ne pourra pas le lire aujourd'hui parce qu'elle n'a pas mis les bonnes lentilles. Voilà, mais en fait les garçons, je vous trouve très beaux ce matin. Donc on a quand même 500 pages qui détaillent par le menu le droit routier. Alors c'est extrêmement complexe et en plus ce que vous écrivez, je trouve en introduction est très vrai, c'est que on ne peut pas nier que les mesures de sécurité routière ont eu une influence. C'est vrai que ça a permis de baisser la mortalité, c'est pas ça qu'on conteste. Ce qu'on conteste aujourd'hui, c'est que l'automobiliste, réellement, est le justiciable parfait avec toutes ces nouvelles technologies d'automatisation. On peut même plus passer devant un juge aujourd'hui, on peut pratiquement pas se défendre. C'est ça en fait le vrai souci aujourd'hui. Oui, l'idée de l'ouvrage, c'est de décrypter tout le processus administratif et judiciaire qui va traiter la délinquance routière, avec l'idée sous-jacente que l'automobiliste n'est pas injusticiable comme un autre, parce que il va comparaître devant son juge quand il comparaît, ce qui n'est pas toujours le cas, avec toutes les marques de la culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il est présumé coupable lorsqu'il comparaît devant son juge, et le rôle de l'avocat, c'est d'essayer de renverser cet a priori et de remettre les droits du justiciable au centre du débat judiciaire. Et comme je le dis assez régulièrement, force est de constater qu'un délinquant de droit commun qui va faire des délits crapuleux est souvent mieux traité que l'automobiliste, parce que l'automobiliste, il connaît l'automatisation de la sanction. J'en connais très peu qui échappent au contrôle radar. Vous allez le recevoir, votre PV. C'est très rare que vous ne receviez pas votre PV. Et derrière, il y a tout un processus où c'est à vous de faire les démarches pour contester un PV qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Bref, aujourd'hui, l'automobiliste est dans une situation de faiblesse. C'est la partie faible du procès pénal, avec toute cette automatisation, tout ce processus judiciaire pour traiter un contentieux de masse. Et souvent, je dis, l'automobiliste est injusticiable, mais traité comme un contribuable. Mais plus que les autres, en fait, ça veut dire ça? Ça veut dire que les automobilistes, on est plus fragiles vis-à-vis de la justice? Totalement. Tout le reste. Oui, parce qu'il y a tout un arsenal répressif qui fait de vous, Laurence, quand vous comparaissez devant le tribunal, comme une présumée coupable, alors qu'un délinquant de droit commun est présumé innocent. On a totalement renversé en fait le mécanisme de traitement du contentieux, sous prétexte que c'est un contentieux de masse. Donc il y a un processus de règles d'exception qui s'applique à l'automobiliste. Et cet ouvrage-là, quand on le lit, on comprend, me semble-t-il, que l'idée, c'est celle-ci, c'est qu'en fait, l'automobiliste est vraiment pas injusticiable comme les autres. On se rend compte que c'est extrêmement complexe. Les règles, par exemple, sur le permis à points, de récupération de points, de perte de points, qui aujourd'hui, à part un professionnel, est capable de dire, tiens Laurence, vous perdez un point, vous le récupérez pour un petit excès de vitesse, vous le récupérez dans combien de temps? 6 mois, si j'ai pas fait d'autres. Ça c'est bien. Voilà. Si je n'ai pas fait vous perdez un deuxième point une semaine après. 1 an ou 2 ans ou 3 ans?
Ah voilà, déjà, on est un peu plus dans le Je crois qu'on est... Oui, vous avez raison Jean-Luc, un mécanisme qui est fait aussi et qui est mis en place par les pouvoirs publics pour rendre la contestation compliquée. On fait tout pour dissuader l'automobiliste de contester. C'est notamment l'exemple type de la consignation. Dans le cas d'un radar automatisé de vitesse ou de feu rouge, il faut payer l'amende. Il faut faire attention d'ailleurs de bien consigner et de ne pas payer, parce que si on paye en plus, on n'a plus de recours. C'est terminé, exactement. Et donc, en fait, on va vous demander parfois même d'exécuter la peine pour que votre droit à la contestation soit recevable. Moi, en tout cas, en tant que juriste, ça me paraît totalement dingue. Oui, il y a même des cas de figure, admettons, l'usurpation de plaques d'immatriculation. Il y a des gens qui reçoivent des PV sans arrêt alors qu'ils peuvent facilement justifier le fait qu'ils n'étaient pas à cet endroit-là et ils se retrouvent face à un mur. On a le sentiment aussi d'être face à une administration qui est dans un blocos. On n'arrive pas à avoir un interlocuteur et quand on en a un, c'est jamais le même. Et ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas contester parce qu'ils ont peur de ça. Et d'où l'intérêt des avocats. Excusez-moi de vous couper la parole, mais... oui, mais bien sûr. Non, mais merci de rappeler l'importance de l'avocat. Non, mais bien évidemment, l'avocat maîtrise ce sujet qui reste effectivement un sujet complexe parce que, encore une fois, c'est un droit transversal. Il y a du droit administratif, il y a du droit pénal. Bon, il y a parfois du droit civil quand on va sur d'autres thématiques, mais c'est un droit extrêmement technique et souvent on est confronté aussi à la méconnaissance des juges, il faut le dire très clairement, parce que c'est un droit qui est encore une fois extrêmement technique. Et donc cet ouvrage-là, il s'adresse évidemment aux avocats, il s'adresse aussi aux magistrats, mais il s'adresse à tous ceux qui veulent aussi comprendre le mécanisme de jugement et qui veulent se défendre. On a encore le droit en France, me semble-t-il, de pouvoir se défendre. Rémi Jossom, vous êtes évidemment avocat spécialisé en droit routier. Vous traitez combien de dossiers par an? On va dire des petits problèmes de route, c'est-à-dire des permis pratiquement perdu, des contestations du nombre de points, c'est quoi en gros? En gros, on est entre 400 et 600 dossiers par an, avec toujours les mêmes problématiques, c'est-à-dire les infractions de vitesse, d'alcool, de stupéfiants. Alors, l'avocat, il n'est pas là pour défendre l'indéfendable, hein. Il est là pour défendre un client, il est là pour assister et accompagner son client devant un juge. Moi, mon rôle, et je me réjouis pas nécessairement tout le temps lorsque quelqu'un échappe à la sanction. Mon rôle, et j'en suis satisfait, c'est quand la personne sort du tribunal et qu'il ait pu exercer ses droits, qu'il soit condamné ou pas. Voilà, c'est ça mon rôle et c'est ça ma satisfaction. Là aussi, en fait, il y a aussi on va dire un déséquilibre entre le fait de rouler et de perdre un point de 0 à 20 km/h, d'avoir 135 € et puis certaines personnes qui prennent le volant alcoolisé et qui s'en sortent des fois même beaucoup mieux. Enfin, il y a quand même là aussi à l'intérieur même du sujet de vrais déséquilibres. Oui, et le vrai paradoxe, Laurence, c'est que plus la procédure est complexe en matière d'alcoolémie, de stupéfiants, plus les risques d'erreur de procédure sont importants et plus le taux de relax est important. Et c'est assez paradoxal, je le dis souvent à mes clients. Une ceinture de sécurité, j'arriverai très rarement à faire relaxer quelqu'un parce que c'est une constatation purement factuelle, visuelle. Il y a quasiment pas grand-chose à dire. Par contre, une procédure de stupéfiant, eh bien, elle est complexe pour le policier à mettre en place et dans le respect des droits. Et effectivement, il y a peut-être souvent plus de chances pour l'automobiliste d'échapper à cela parce qu'il y a des erreurs de procédure. Mais c'est les piliers de l'état de droit, c'est aussi de faire respecter la procédure pour une personne qui doit comparaître devant un tribunal. Donc on le trouve où? Droit routier, droit et professionnel. Alors c'est un ouvrage, bon, j'ai dit tout à l'heure, qui est très exhaustif, hein. Il y a pratiquement tout dedans. Ouais. Il y a tout, Jean-Luc, dites-le. Oui, il y a tout. En même temps, les longues soirées d'hiver, c'est bon. Il y a tout, voilà. 59 €, une idée de cadeau de Noël, Laurence. Pour toi? Pour vous? Pardon, oui, bien sûr. Moi, je vais le lire attentivement. Alors, c'est le premier ouvrage qui s'appelle Droit routier. Ouais. C'est dire aussi que c'est une matière qui évolue, mais qui est relativement récente, hein, et qui passionne de plus en plus aussi les professionnels. Moi, je le vois dans le cadre des formations que l'on donne aux confrères partout en France. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent parce que la demande est importante, elle est énorme. Tout le monde est concerné par ce type de contentieux. Tout le monde est concerné, y compris les professionnels qui ont des flottes de commerciaux ou de gens sur la route. Exactement. On aura l'occasion de vous retrouver ?
Bien sûr, on le trouve... Alors on le trouve chez LexisNexis qui est l'éditeur sur son site internet, on le trouve sur d'autres sites internet divers et variés, français et américains pour pas les nommer. Toujours intéressant de l'avoir dans un coin, même si on ne lit pas intégralement du premier coup, mais si on a un petit problème à un moment, on peut retrouver... Il y a des petites... L'ami Jean-Luc. 59 €. Merci. Refaites-moi le radio achat, redonnez-moi bien le titre. Le radio achat, alors ça s'appelle Droit routier, voilà. Droit routier, 59 €, c'est chez LexisNexis, c'est écrit par Maître Rémi Jossaume et Maître Jean-Baptiste Ledal, qu'on aura peut-être l'occasion de recevoir d'ailleurs prochainement. Deux pointures, on va dire, du droit routier. Bien. Les 2 pointures du droit routier. Bien, et puis je pense qu'on pourra aussi s'organiser une spéciale avec Maître Rémi Jossaume qui pourrait répondre aux questions en direct dans On parle auto. Exactement. Je n'ai que des bonnes idées. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Maître. Merci de votre accueil. Avec plaisir. Dans quelques instants, c'est la question auto et juste après, il y aura l'essai voiture de l'ami Jean-Luc. On va parler de la Volkswagen Polo 1.TSI 1.0. La nouvelle, en fait, c'est un restylage de la Polo, mais il y a des nouveautés sous le capot aussi. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous allons vous poser une question dans le courant de notre rendez-vous, dans notre chronique La voiture et l'environnement. La pollution a-t-elle un impact sur la reprise de l'épidémie de Covid-19 ? Mais pour l'instant, c'est le moment des auditeurs. Vous, au 0826 300 300. Bonjour Christopher. Bonjour Christopher. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Gratis pour Fodelsdagen, comme on dit chez moi. C'est où chez vous En Suède. Ah, d'accord. Vous êtes en Suède ? Oui, j'habite en Suède. Ouais. Il fait froid. Alors, on vous écoute, Christophe. Non, étant en Suède depuis quelques années, on a une marque prédominante que tout le monde connaît, Volvo, mais une marque un peu moins connue, peut-être, qui passe un peu plus sous le radar pour les gens au quotidien, mais qui est vraiment magnifique. Une marque de prestige, ouais, Koenigsegg, c'est ça. Quoi voilà. Koenigsegg. Je connaissais même pas. Ah voilà. Vous ne connaissez pas Christian von Koenigsegg, qui fait partie de la famille royale, je crois même. Oui, de nom vaguement, mais j'en ai jamais vu. C'est Koenigsegg, il fabrique des supercars un peu extrêmes. Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur Koenigsegg, Christopher ? Vous en voulez une pour Noël, c'est ça ? Vous vouliez demander à Laurence si elle pouvait vous envoyer un chèque pour acheter la voiture. Alors Laurence, elle est désolée, je crois qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Je voulais l'échanger parce que je possède une supercar, une Skoda Octavia Break. Oui, d'accord. Ouais. J'adore. J'adore l'humour. En termes de volume utile, je pense qu'elle est plus supercar d'ailleurs que la plus grande des Koenigsegg. Hein. C'est un peu pour ça qu'on l'a choisi, parce que ici il faut trimballer du bois et des choses comme ça, donc voilà quoi. Non, c'est tout simplement ici on me connaît, j'habite en plus à une demi-heure de l'usine, de la production de l'usine. La réputation, on n'en entend pas parler. La qualité. Et en fait, je me posais ces questions. Vous posiez des questions, d'accord, ouais. La vision qu'on peut avoir, nous, par exemple, de la France, de cette marque-là. Mais est-ce que nous, on s'y connaît assez ? Alors, est-ce que nous, on s'y connaît assez ? Alors, moi, je connais Koenigsegg, bien évidemment, mais j'ai fait appel. Alors, vous savez, quand je me dis il y a quelqu'un qui connaît mieux que moi, il faut toujours donner la parole à ceux qui connaissent mieux. Et je suis d'accord. Ça tombe bien parce que Nicolas Meunier, qui est un confrère, vient d'écrire ce livre qui s'appelle Voiture d'exception. Voilà, Nicolas Meunier. Et en couverture, vous savez quoi ? C'est une Koenigsegg. C'est marrant la coïncidence. Oui, et ça vient. Et ce livre vient juste de sortir. Et Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Alors bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour Nicolas, notre ami Bastien qui a réalisé cette émission a mis une Koenigsegg sur la page Facebook de Sud Radio. Non, mais il y en a plein dans le livre. Il y en a combien d'ailleurs dans ton livre, Nicolas ? J'ai plus le nombre en tête, mais il y en a au moins 5 ou 6. Ouais, et puis avec des trucs surprenants. Hein. Alors, Koenigsegg. À chaque fois, en fait, ils ont des trouvailles techniques qui sont assez incroyables, qui méritent de s'étendre sur le sujet. Ah bah oui. Alors moi j'ai lu le bouquin là et je suis tombé, je vais le dire, je suis tombé sur le cul parce que Koenigsegg prépare. Vous êtes fait mal ? Non, même pas. Prépare une supercar 4 places. Voilà. Ouais. Et avec, vous savez quoi, c'est là qu'on se dit non mais ils ont fondu un plomb avec un moteur 3 cylindres dedans. On se dit non mais une supercar, on est plus habitué à des 12, à des 16 cylindres, 3 cylindres. Alors ça veut dire que en fait il y a une maladie qui sévirait en Suède et ils deviennent dingues, c'est ça, non ? Alors c'est bon, faut quand même préciser que le 3 cylindres n'est pas tout seul, il est associé à des moteurs électriques et
une batterie, c'est tout un système hybride rechargeable, mais qui développe quand même une puissance assez incroyable. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est dans les 1500 chevaux. 1600 chevaux, ouais, il me semble. Oh, moi, je vais bien voir un 3 cylindres comme ça. Voilà. Donc c'est quand même le 3 cylindres qui a le meilleur rendement énergétique au monde en termes de volume et de puissance. Ouais, en plus avec des technologies totalement novatrices dessus, parce que c'est ça qui est très intéressant chez Koenigsegg, parce qu'il y a beaucoup de fabricants de supercars dans le monde qui font des voitures en prenant des pièces à droite à gauche. Ils prennent un moteur Chevrolet, ils mettent des turbos, des compresseurs, et puis ils font des voitures puissantes. Mais là, Koenigsegg, c'est pas le cas. Ils fabriquent même leurs moteurs, et non seulement ils fabriquent des moteurs, mais pas les mêmes technologies que ce qu'on peut trouver chez les concurrents comme Ferrari, par exemple. Non, en effet. Alors, il faut savoir que Koenigsegg, c'est un petit peu comme Lotus, qui est très réputé pour son bureau d'ingénierie qui est à côté. En fait, ils ont leur production de supercars, enfin d'hypercars même, on peut appeler ça des hypercars tellement c'est haut dans la sphère automobile. Et ça leur fait office de vitrine, et c'est quand même une activité qui est assez rentable parce qu'ils ont atteint un niveau de notoriété et de qualité suffisant pour vendre absolument tous les exemplaires de leur modèle avant même que le premier soit en production, avant même que le prototype ait fini ses tests de roulage. Et à côté de ça, ils ont un bureau d'ingénierie qui est capable de vendre des solutions techniques à d'autres constructeurs. Donc, par exemple, sur ce 3 cylindres, on a un système qui s'appelle FreeValve, donc qui est un système de commande électronique des valves, des soupapes sans arbre à cam. Et c'est un système qui a été vendu à une marque qui s'appelle Coros, qui était, alors c'est une marque dont on n'entend plus parler depuis quelques années, mais qui devait être le bras armé du constructeur chinois Chery en Europe. Alors je pense que l'initiative a aujourd'hui un peu tombé à l'eau, mais en attendant, ils arrivent à fournir des technologies comme ça et à intéresser des grands constructeurs. Bon, ça reste des voitures parmi les plus rapides du monde. Hein. La berline dont je parlais, 400 km/h, ce qui vous permettra... 400 km/h, c'est un minimum. Oui, c'est un minimum, d'accord. Oui. Elles sont très jolies, elles sont quand même très sportives. Donc, on vous conseille, parce que malheureusement, on ne pourra pas entrer dans tout le détail. Alors, donc, on a bien compris que Koenigsegg, c'est un cas à part dans la production de supercars automobiles. C'était les premiers à proposer d'ailleurs une voiture qui dépassait 1 mégawatt. Voilà. Donc, voiture d'exception. Nicolas, combien ça coûte? C'est chez Hugo Motors? C'est chez Hugo et ça coûte 29,95 €. Et on trouve dans toutes les bonnes crèmeries, c'est ça? Voilà, exactement. Ça, c'est une très très belle idée cadeau pour les passionnés de voitures pour Noël. Je vous assure, moi je l'ai parcouru. La voiture ou le livre? Le livre. Alors, le livre dans un premier temps pour faire son choix, et ensuite la voiture. Non, mais surtout le livre pour... Je vais mettre des post-it sur les pages pour que Laurence sache bien ce qui m'intéresse. Juste une question, Nicolas Meunier. On est, très rapidement, parce qu'on est très très serré dans le temps, on a une idée des budgets de ce genre de voiture. Par exemple, la Gemera, c'est la Gemera la nouvelle, la 2021. C'est la dernière, oui. 1,5 million. Il faut compter entre 1 million et 1,5 million. Ok, donc je confirme que je commence par le livre. Bonne journée, Nicolas Meunier. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Journaliste et auteur de ce livre. Merci Christopher. Et puis, merci Christopher. Merci beaucoup. Merci. De nous avoir permis de parler de cette belle marque suédoise. Et d'écouter Sud Radio sur Internet en direct de la Suède. Allez, tout de suite, après avoir parlé de cette grosse voiture, on va revenir à des choses plus classiques. Non, parce qu'on en a besoin. C'est une Polo. C'est l'essai de l'année, de la journée déjà, de la semaine. Oui, on va faire ça. C'est l'essai du jour. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. La Volkswagen Polo 1 litre TSI 110 chevaux que vous retrouvez évidemment sur la page YouTube de Sud Radio avec l'essai filmé de l'ami Jean-Luc Moreau. Et je suis surpris par le nombre de vues d'ailleurs sur les essais. C'est 50 000 à chaque fois. C'est bien. Bravissimo. Voilà. Donc alors cette Polo, c'est la 6e génération. Elle a un restylage parce qu'on est à mi-vie, donc on lui fait un petit coup de make-up. Elle ressemble de plus en plus à une Golf d'ailleurs. Je parle pas de mini Golf. Pourquoi? Parce qu'elle mesure 4,07 m de long, la Polo aujourd'hui. La première Golf, elle mesurait 3,70 m. Après, c'est allongé. Elle est beaucoup plus grande que la première Golf. Alors la golfisation, tiens, c'est un mot nouveau, vous sortirez vos cahiers. Elle passe par une nouvelle calandre, par l'adoption de feux à LED à l'avant et à l'arrière. Alors à l'arrière, il déborde un peu sur le haillon, comme sur la Golf. Donc ça ressemble vraiment à une Golf. Bien évidemment, la Polo 6 conserve les avantages qu'elle avait, à savoir une habitabilité généreuse. Bon, c'est normal en 4,07 m, surtout aux places arrière. Puis un des plus grands coffres de la catégorie, il fait 351 litres. Alors sous le capot, il n'y a plus de diesel, Laurent, c'est fini. Volkswagen a dit on arrête les diesels sur la Polo. Et sur notre véhicule d'essai, il y a un moteur 3 cylindres, 1 litre, essence. Alors tout le monde dit on le connaît. Non, parce qu'il a subi plein d'évolutions. Il a un turbocompresseur à géométrie variable et surtout il a ce qu'on appelle un
cycle Miller. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle Miller? Vous irez voir la vidéo, j'explique un peu plus. Mais ça permet d'améliorer le rendement moteur et donc de baisser la consommation. Alors, sur le modèle que j'avais, le 3 cylindres était accouplé à une boîte automatique. C'est la fameuse DSG 7 rapport qui évolue aussi. Il développe 110 chevaux, le moteur, pour un couple de 210 Nm entre 2000 et 3000 tours. À l'intérieur, on fait un tour vite fait parce que la qualité des matériaux s'est un peu améliorée. Pourquoi? Parce que les concurrentes, Peugeot 208, Renault Clio en tête, commencent à pousser derrière. Donc il fallait que Volkswagen reprenne un coup d'avance. Donc maintenant, on a une planche de bord moussée sur tous les modèles, y compris en entrée de gamme. Face au conducteur des compteurs numériques, c'est pas la 3D high-tech de la Peugeot 208, mais les graphismes sont lisibles et puis paramétrables à loisir. Une dalle numérique tactile qui est au centre pour ce que j'appelle moi l'infodivertissement. On fait défiler les pages comme avec un smartphone, c'est assez pratique, les graphismes sont bons, l'électronique est réactive. Alors ce qui est moins bon, c'est que pour les commandes de la climatisation, on a supprimé les boutons physiques pour mettre des commandes tactiles. Franchement, c'est moins pratique, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas trop. Bon, on est bien installé au volant. Le siège est super confort. On peut régler le volant dans tous les sens, le siège dans tous les sens. Donc, on se sent bien. On se sent d'autant mieux que Volkswagen a privilégié une suspension un peu confortable, et ça, je trouve ça bien. Alors, surtout quand on prend de l'âge, on préfère quand c'est confortable. Sérieux. On a une douceur. Alors, les Allemands, avant, faisaient des sièges qui étaient raides. Maintenant, ça y est, ils font des sièges qui sont plus souples. Donc, ça, c'est bien. Une suspension plus souple. L'auto est très silencieuse. Le moteur aussi fait preuve d'une grande souplesse. Il repart sans grenier dès 1700 tours. Pourquoi je dis sans grenier? Parce qu'il y a beaucoup de 3 cylindres. Quand on est à bas régime, ça grogne un peu, puis ça vibre. Et celui-là, pas du tout. On a d'ailleurs l'impression d'avoir un 4 cylindres. Donc, la boîte automatique, c'est une DSG. Elle a beaucoup de douceur. Alors après, les journalistes qui l'ont essayé en Corse au moment de la présentation presse ont dit ouais, mais elle est un peu moins réactive. Alors Volkswagen a fait le choix d'avoir des passages de vitesse qui sont un peu moins brutaux. Donc la boîte est moins réactive en conduite sportive, mais qui roule sportivement avec une Polo. Et puis on est en Corse. Les routes, elles sont hyper sinueuses. Et vous faites ça dans la Sarthe? Donc la boîte était plutôt paramétrée pour faire des économies de carburant. Elle passe les rapports aux alentours de 2000 tours. On peut toujours la mettre sur la position sport ou utiliser les palettes au volant si on veut rouler comme un champion du monde des rallyes. Bon, j'ai beaucoup apprécié, moi, le feeling du freinage. Facile à doser, très puissant. Et puis, tout un tas d'armadas à la conduite. Alors ça, peut-être qu'on fera une émission, on parlera de ce qui est bien et pas bien dans toutes ces aides à la conduite. Bon, on est loin de l'efficacité d'une Tesla, mais ça permet au moins de se gratter le nez ou de quitter la route des yeux quelques secondes quand on est sur une voie rapide sans risquer de percuter la voiture devant ou de sortir de la file. Bon, les consommations, je vous ai dit tout à l'heure, le moteur a été optimisé. Donc moi, dans des conditions difficiles, j'ai fait de l'embouteillage, j'ai fait de l'autoroute, j'ai consommé 6 litres 4, mais on descend facilement en dessous de 6 litres au 100. Et même si vous chassez le gaspille, vous serez entre 5 et 5 litres et demi. Ça va. Donc c'est plutôt raisonnable. C'est clair. Et côté tarif, la version que j'ai essayée, 25 000, 40 €. Je vous rappelle, c'est avec une boîte automatique. Qui n'était pas le haut de gamme en finition. L'entrée de gamme est à 25 000. Non, l'entrée de gamme est moins chère que ça. Mais là, d'accord. Donc c'est 2 000 € de plus qu'une 208 avec une boîte automatique. Mais si on remet les mêmes équipements, il faut aller chercher une 208 GT Line qui s'affiche à 25 500 €. Donc finalement, la Volkswagen plus chère que les concurrentes, c'est plus vrai. Bon, donc ça reste une voiture qui... c'est la Volkswagen la plus vendue en France, la Polo. Et elle va le rester parce qu'elle a progressé sur tous les points. Et puis c'est un coup de cœur, la Polo, depuis longtemps. C'est une voiture coup de cœur en fait aussi, depuis qu'on est plus petit. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que vous retrouvez l'essai vidéo de cet essai de la semaine de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. La Volkswagen Polo 1 litre TSI 110 chevaux était donc notre invité ce matin. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. La pollution a-t-elle un impact sur la reprise de l'épidémie de Covid-19? Mais what is this question? Mais ça vous a pas échappé que cette semaine, enfin moi j'habite en hauteur au-dessus, à l'extérieur de Paris, et on avait un beau matelas jaune sur la région parisienne, et c'est pas que sur Paris simplement, donc on était dans une phase de pollution. On va arriver dans ce qu'on va appeler la haute saison de la pollution, et Eric Poincelet, qui est avec nous, qui est président de Pollutrack, va nous expliquer ce que c'est que cette high season, comme on dit en anglais, et après on répond à la question. Covid-19 pollution, expliquez-moi. Bonjour Eric. Bonjour Eric Poincelet.
Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bon, alors un mot sur Polytrack. What is it? Oui, what is Polytrack? What is Polytrack, Eric? Très rapidement, c'était une idée un peu folle qui nous avait été proposée par l'ancien directeur général du WWF, Serge Rue, que Jean-Luc connaît bien, je crois, et qui nous avait demandé effectivement d'accompagner Anne Hidalgo dans sa lutte contre le diesel. Donc on a fait Polytrack à l'occasion de la COP 21 et dans le sillage du Dieselgate, en fait, qui est une idée que tout le monde aurait dû avoir plus tôt, c'est-à-dire en fait de considérer que la pollution est hétérogène, qu'elle varie beaucoup d'un quartier à l'autre, et donc on a mis avec le groupe Enedis, qui est le distributeur d'électricité en France, on a équipé les flottes du groupe Enedis à Paris, à Annecy, à Lille, de capteurs de pollution qui ont été traqués la pollution la plus fine, la PM2,5, qui est celle aussi reconnue par le corps médical comme étant la plus dangereuse. D'accord. Combien de villes aujourd'hui sont équipées de Polytrack? Aujourd'hui, on est en partenariat également avec le groupe DPD, qui est le numéro 1 européen du transport de marchandises, en fait, de parcelles, de colis, pardon. Et nous sommes dans une vingtaine de capitales et de grandes villes à travers l'Europe. Donc ça nous permet d'avoir une global picture, puisque vous avez commencé en anglais. Nous avons une global picture de l'ensemble des grandes villes européennes. Il faut savoir aussi que l'Europe est le continent diesel. Hein. C'est là où il y a la plus forte concentration de véhicules diesel au monde. D'accord. Par rapport à Glasgow cette semaine, parce que on a entendu beaucoup parler de Glasgow, Paris était situé comment? On était mieux, moins bien? C'est extraordinaire, parce que Paris a connu un pic de pollution que vous avez identifié du haut de vos collines, qui a couvert, qui a sévi de mardi à vendredi. La bonne nouvelle, c'est que tout est fini aujourd'hui, donc vous pouvez reprendre votre jogging, Jean-Luc, il n'y a pas de problème. Ouais. Merci la pluie, effectivement. Merci la pluie. Et en fait, on a eu un anticyclone extrêmement stable. Les vents sont descendus en dessous de 2 km/h. Donc 2 km/h, ça veut dire qu'une masse d'air peut mettre jusqu'à effectivement 4 heures pour traverser Paris. Donc il y a vraiment une stagnation de pollution. Et Paris est monté à 40 en microgrammes par mètre sur ces 4 derniers jours. C'est énorme, hein, c'est juste énorme. C'est-à-dire en fait, l'OMS recommande d'avoir une moyenne de 5 et de ne jamais dépasser... 40, et pourtant, il y avait moins de circulation cette semaine. Alors c'est ça, tiens. En plus, on a baissé la vitesse. Est-ce que ça servait à quelque chose de baisser la vitesse sur les autoroutes? Non, pas grand-chose. Mais bon, c'est politiquement incorrect, donc j'évite de le dire, mais bien sûr que ça sert à rien. On parle vrai sur cette radio. C'est une pollution qui n'est pas que d'origine automobile, parce qu'à chaque fois on montre la voiture du doigt, on est d'accord, Eric? Oui, mais justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le high season PM2.5. Donc on retrouve ça effectivement dans l'ensemble des villes européennes, c'est-à-dire qu'à partir de, par exemple, la mi-septembre jusqu'à la mi-avril, il y a une saison en PM2.5 qui est nettement plus élevée. Elle commence en général par les épandages d'automne, parce que le monde agricole pollue énormément en périphérie des villes, hein, c'est ce qu'on appelle la pollution secondaire aux ammonitrates. Donc en général, il y a un épandage qui se passe au mois de septembre-octobre, et ça c'est le début de la saison de la pollution, qui est reprise ensuite par la combinaison du trafic automobile, du chauffage, des cheminées bien sûr, mais également ce qu'on appelle les effets cloches, avec inversion du climat sur Paris, et puis il y a tout ce qui contribue effectivement en hiver et en automne donc à la pollution. Et ça se termine en général avec l'épandage de printemps. Donc il y a 2 épandages qui démarrent et qui finissent la haute saison de pollution. Et entre les deux, c'est vraiment une combinaison extrêmement complexe de conditions climatiques, de chauffage. Et les etc. usines à charbon d'Allemagne, tout ça, il y a des choses qui nous arrivent des fois aussi. Alors il y a quelquefois de la pollution exogène qui vient effectivement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs un petit peu cette fois-ci. On a eu à la fois les épandages, mais on a eu également un petit peu de la pollution qui est venue et qui arrive souvent lorsque vous avez une circulation d'air nord-est, est-nord-est. D'accord. Alors on va en revenir à la question de départ, parce que tout le monde se dit mais quand est-ce qu'ils vont la poser, Eric? Est-ce que cette pollution a un impact sur la reprise de l'épidémie de Covid-19? On est direct? Oui, on parle vrai sur Sud Radio. Bon, on parle vrai sur Sud Radio. Alors oui, il y a un impact, il y a certainement un impact. On l'avait commencé à l'identifier en Lombardie dès l'année dernière. On a d'éminents chercheurs dans notre groupe qui travaillent avec nous, et on avait vu qu'il y avait un pic de pollution extrêmement important sur l'ensemble de la Lombardie, qui s'étendait aussi à l'Italie du Nord. Et sans surprise, on était nous un petit peu, alors tout le monde était en train de parler campagne municipale, on s'est dit il va se passer quelque chose, et ça n'a pas loupé. Il
il y a eu un vrai bhopal, si je puis dire, lombard, où effectivement le spread de Covid a suivi de très très près le pic de pollution en Lombardie, qui a été jusqu'à l'Adriatique. Et là, on est en train de revoir un redémarrage. On le voit en Allemagne sur les villes de l'Est. On l'a vu effectivement également en Ukraine. C'est-à-dire en fait le pic de pollution qui a commencé plus tôt dans les pays de l'Est, parce que la haute saison PM2,5 commence plus tôt, qu'il y a encore beaucoup de chauffage au charbon, même en centre-ville. Eh bien, ces villes-là sont aujourd'hui en Covid qui a redémarré. C'est la Covid qui redémarre, comme dirait la chanson. Donc, comment on peut expliquer ça en fait? C'est que la pollution sert de cheval de Troie pour le virus, c'est ça? Essentiellement, c'est que lorsque vous avez une variation brutale de qualité de l'air, vous avez une irritation alvéolaire. Donc les alvéoles sont irrités, vous devez le sentir. Enfin, pas Jean-Luc, parce qu'il a la chance de vivre en hauteur, mais vous avez une irritation alvéolaire qui fait que vous avez 80 mètres carrés de surface de poumon. C'est juste énorme, hein, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. Et à partir du moment où les alvéoles sont... Moi, c'est un terrain de foot, hein, les miens, mais... Pardon. Excusez-moi. Et donc les alvéoles sont irritées, et du coup, elles sont beaucoup plus susceptibles, le mucus est disjoint, et à ce moment-là, le virus est beaucoup plus susceptible de se fixer. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un risque qui est complètement accru lorsque les alvéoles sont irritées. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire de sport en pic de pollution. D'accord, c'est vraiment le message. Ce que j'allais vous demander, Eric, quels conseils on peut donner aux gens aujourd'hui pour se prémunir de cette pollution justement et de la résurgence du virus? Eh ben, surtout ne pas se surventiler, s'hyperventiler. Lorsque vous faites du sport, vous respirez jusqu'à 12 fois plus. Ça veut dire que si vous êtes dans un pic de pollution qui est de 40, comme c'était le cas à Paris ces 4 derniers jours, vous faites 12 fois plus. C'est comme si vous étiez en train de rester à Bombay pendant 15 jours, quoi. C'est juste impossible. Il faut surtout ne pas faire de sport d'extérieur quand il y a un pic de pollution. C'est dramatique. On voit que le nombre d'AVC, le nombre d'arrêts cardiaques sont considérablement augmentés pendant un pic de pollution. Donc ça, c'est la recommandation. Ensuite, bien surveiller, éviter peut-être de trop aérer le matin. C'est à ce moment-là qu'on a des combinaisons. Je ne rentre pas dans le détail, c'est complexe. Mais effectivement, on a une pollution très forte le matin, qui est une pollution de particules très fines et particulièrement dangereuse. Donc, aérer dans la journée, peut-être éviter le matin en me levant, mince. Mais oui, je sais bien, mais il faut le faire tout le temps. Il faut le faire tout le temps, mais pas pendant les pics de pollution. Pensez dans sa voiture à mettre, quand on est vraiment, par exemple, dans un tunnel ou dans les bouchons, l'air en recyclage. Absolument. Il faut surtout mettre l'air en recyclage lorsque vous êtes dans un tunnel et aérer tout de suite dès que vous sortez, bien sûr. Alors Jean-Luc, je voulais juste revenir sur Glasgow. Vous avez parlé de Glasgow. La pollution à Glasgow est restée en dessous de 5, c'est-à-dire les recommandations de l'OMS d'être sur une moyenne de 5 microgrammes par mètre cube. La qualité de l'air à Glasgow a été excellente. Donc c'est un rapport dit, c'est-à-dire que Paris a été 10 fois plus pollué que Glasgow pendant la COP21. Et bon, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il suffit d'avoir 40 000 personnes qui brassent de l'air pour que ça se passe comme ça, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir la différence de pollution d'une ville à l'autre à travers même l'Europe. C'est peut-être lié à la consommation de whisky aussi. Hein, alors, moi, il y a deux choses. En tout cas intéressant, la pollution s'est inversée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Paris, elle est redescendue à un niveau de 7, ce qui est un très bon niveau, alors que Glasgow, elle est à 14. Donc je pense que soit les gens sont en train de fêter, soit ils sont sur la route en train de quitter Glasgow. Non, oui, voilà. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, la Covid se sert comme nos poumons sont un peu plus abîmés, irrités, un peu irrités en termes quand il y a de la grosse pollution, du coup, la Covid en profite. Mais ce que je retiens aussi, et vous êtes d'accord, vous qui êtes un des représentants, président de Pollutrac, Éric Poncelet, c'est que c'est pas uniquement les voitures. Ah non, c'est pas uniquement les voitures. Et qu'il faut arrêter non plus de taper uniquement sur les voitures. Il y a les bouches de métro, il y a tout ça dans les grandes villes. On parlera peut-être du métro. Le métro, c'est l'enfer. C'est Stéphane qui m'a rappelé ça sur Facebook en disant Lolo, il y a aussi les métros. Et c'est vrai. Mais le métro, c'est un autre sujet. Mais c'est dingue ce que ça On pollue, en a parlé maintes fois avec Eric auparavant. Le sujet, le métro, c'est un vrai sujet de pollution. Bon, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. C'est un vrai sujet tabou, malheureusement. Mais bon. On en reparlera. En plus, le métro paye pas, alors que les automobilistes payent beaucoup. Voilà, il y a aussi ça qui joue dans tout. On en reparle, c'est passionnant. Merci du sujet, l'ami Jean-Luc. Eh bien, avec plaisir, on en reparlera. Je vous ferai découvrir quelle est la plus grosse bouche de pollution de Paris aussi. On parle de technique, là. Non, c'est un faux immeuble. Eric, c'est de quoi je parle. On peut pas le dire vite fait, là ?
C'est un immeuble qui est en fait une cheminée, ça ressemble à un immeuble de l'extérieur et c'est l'extraction de l'air du métro. Je ne vais pas vous donner l'adresse exacte parce que tout le monde va s'y retrouver tout à l'heure, mais c'est juste à côté, c'est à côté de la gare de l'Est et de la gare du Nord. Ok. Voilà. Bon, merci. C'est au 45 d'une rue d'un Français qui allait aider les Américains. D'accord. Pour l'indépendance. Au 145 précisément, mais je ne sais pas de quel... Allez, on y va. Monsieur Poincelet, merci beaucoup, vous êtes passionnant, on aura l'occasion de vous redonner la parole, président de Polytra qui était sur Sud Radio. On continuera de parler vrai. Bravo pour votre émission. Elle merci est à vous. intéressante. Merci Eric, au revoir. Sud Radio, parlons vrai. Vous avez vu, on a parlé vrai. On va continuer. On va parler pneus. Tiens. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous allons conclure notre émission par un anniversaire aussi. Par un anniversaire. Oui, et ce n'est pas le mien. C'est que des anniversaires. Pourquoi vous n'êtes pas né la même année là? C'est 1971. Voilà, un petit peu juste avant moi. C'est Point S qui fête ses 50 ans. Alors on va en parler avec Christophe Rollet, qui est directeur général du groupe Point S. Bonjour. Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon alors pour ceux qui auraient vécu sur une autre planète pendant ces 10 dernières années, qui n'auraient pas été moins stressés grâce à Point S, c'est quoi? C'est le chat. non, ça c'est feu vert. Ah bah voilà. Perdu. Ça y est. Ah non, c'est elle était éliminée. Pas de stress. Il y a Point S. Voilà, c'est ça. Patrick Bosso, c'est ça? C'est ça. Voilà, exactement. Patrick Bosso et une longue histoire depuis 50 ans qui nous a amené à être aujourd'hui un des leaders du marché français et mondial. Je pense qu'on en reparlera également. Dans le pneu, bien entendu, puis dans l'entretien rapide, le vitrage plus récemment et plein d'autres métiers proches de l'automobile et dans l'automobile que nous allons proposer en service à nos clients dans les années qui viendront. Mais surtout, vous avez été le premier groupement, c'est surtout ça, quoi. Oui, tout à fait. Il y a maintenant 50 ans, des négociants pneus qui sont regroupés à la fois pour mieux acheter entre eux, ça peut se comprendre, mais surtout proposer aux consommateurs, particuliers comme professionnels, une identité visuelle, une image commune qui a fait notre force au fil des années, au fil des communications, avec quelques noms célèbres. On peut citer Beltoise, Prost, Daniel Gilbert y comprise, Sophie Mognotte, jusqu'à Patrick Bosso, comme vous en parliez à l'instant. Oui, vous avez. On a l'impression qu'il y a plus de proximité de Point S avec l'automobiliste lambda que vos concurrents. Ça tient à quoi ça? Bon, pas que Bosso, j'imagine. Non, c'est une volonté statutaire, j'ai envie de dire, chez nous. Tout d'abord parce qu'on est un réseau d'indépendants. Donc on est libre de nos actes et de notre stratégie. Alors, indépendante, on va s'arrêter 2 secondes pour développer ça. Oui. Christophe, indépendant, ça veut dire que vous n'appartenez pas ni aux manufacturiers pneumatiques, ce qui n'est pas le cas des autres réseaux, ni à, un fonds de pension américain. Voilà, exactement. On a cette particularité émergente dans le marché qui est pour le coup concentrée sur soit des fabricants de pneus, de pièces, ou des fonds d'investissement, effectivement, ce qui nous laisse une totale liberté, puisque nous, notre actionnariat, ce sont nos adhérents, nos membres, qui sont également les actionnaires du réseau. Donc ça, c'est une première vraie bonne raison. Ouais, pour faire simple, pour rebondir là-dessus, si je vais acheter un pneu chez vous, si vous me vendez un Michelin, un Goodyear, un Pirelli, c'est parce que c'est le pneu qui est le plus adapté pour moi. Alors que si je vais dans un réseau qui appartient à Michelin, on va sans doute préférer me vendre du Michelin. Ça paraît logique. On est libre effectivement de vous vendre le pneu le plus adapté au meilleur prix, contrairement à certains de nos concurrents qui ont des objectifs un peu différents des nôtres. Vous venez de le citer principalement. Quand on a un actionnaire qui nous finance, c'est normal qu'on achète et qu'on vende ses pneus principalement, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est une rassurance supplémentaire pour les clients d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et puis vous êtes français, ça il faut le signaler. Français mais implanté un peu partout dans le monde désormais. Oui, tout à fait. On est d'origine française, puisque l'enseigne a été créée en 71 à Boulogne-sur-Mer. On s'est développé pour arriver à un maillage d'aujourd'hui important. On parlait de proximité. Ça, c'est également un point important pour nous. On veut se rapprocher le plus possible des clients qui, consommateurs, font de moins en moins de kilomètres, on le sait, pour tout un tas d'achats, y compris pour la réparation de leur véhicule. Et puis au fil des dernières décennies, on s'est développé à l'international, jugeant que notre concept finalement n'était pas si mauvais en France. Et on a eu la modestie de penser qu'il pouvait s'adapter également, avec des contextes certes différents, mais dans des pays, d'abord en Europe, Italie, Allemagne. Et puis aujourd'hui, Point S, c'est 46 pays dans le monde, ce que tout le monde ne sait pas. C'est plus de 5700 points de vente qui sont tous à l'image et à l'entité Point S, et qui ont tous ce fonctionnement, comme on l'a en France, d'indépendance
et de chefs d'entreprise qui animent un réseau, encore une fois, qui est l'un des plus importants en France et dans le monde également. Christophe Rollet, on a notre réalisateur Bastien qui s'amuse sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous pouvez nous voir en direct, à mettre plein de choses sur les 50 ans de .s et tout. Enfin, vous avez trouvé un aficionados là. Est-ce que d'habitude, quand 20 secondes, l'ami Jean-Luc. Bon, c'est l'anniversaire de Laurence cette semaine, donc on lui a fait des cadeaux. Est-ce que vous faites des cadeaux aux automobilistes pour votre anniversaire? Parce que c'est peut-être le moment d'en profiter, justement. Oui, bien sûr, même si .s n'attend pas son anniversaire pour en faire, on a bien sûr des prix très attractifs. On a surtout des produits, on a des trottinettes, des véhicules également qu'on met à gagner aux consommateurs qui nous font confiance cette année. Mais au-delà de cadeaux, je pense que c'est .s aussi une identité, une image de professionnel qui doit rassurer ses consommateurs qui lui font confiance. Et c'est ce qu'on travaille au fil des années passées et à venir également. Bon, bah écoutez, voilà, vous misez sur l'indépendance, c'est également le credo de Sud Radio. On est totalement indépendant, on dit ce qu'on veut, on est libre, parlons vrai, c'est ça. Donc, et on vous souhaite une belle journée. Et joyeux anniversaire encore. .s, Christophe Rollet, directeur général du groupe .s. Bah voilà, bon anniversaire aussi à tous vos collaborateurs. Hein. Merci pour eux et puis tous nos adhérents également. Qui sont à l'écoute et qui sont toujours proches et resteront proches de leurs clients. Merci à vous. Merci à vous. Merci Christophe. L'émission se termine. Oui, et la semaine prochaine, on a un invité exceptionnel. Oui, Vincent Salimon. Exactement, qui est le président du directoire de BMW Groupe France. Ouais, voilà, donc toutes vos questions vous savez sur que BMW prend le grand virage de l'électrique, mais c'est tout le monde. Donc voilà, les questions sur l'électrique. BMW, Mini. Exactement. On peut parler vraiment de tout ça, quoi. On peut parler de tout ça. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les envoyez sur la page Facebook de Sud Radio. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous également au 0826 300 300 samedi prochain à partir de midi. Vous serez les bienvenus. L'ami Jean-Luc, bon week-end. Eh bien, encore joyeux anniversaire. Alors. Allez, on va prendre notre BM parce qu'il faut les essayer avant la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Les programmes continuent évidemment. C'est l'ami Alain Marty qui vous accompagne avec Invino sur Sud Radio.